parler donc de tendance, de réflexion digitale, de notre étude annuelle France. Bienvenue dans cet atelier A12. Je suis ravi de faire pour la première fois cette présentation annuelle, puisque c'est le grand rendez-vous de Pau, avec Rémi. Vraiment, pas une pluie d'ovations, mais quand même, Rémi Catelin, donc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Rémi Catelin, je suis directeur du développement au sein de l'agence Willac Travel depuis maintenant 5 ans. 5e édition à Pau d'ailleurs. Première fois sur scène. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, il faut le soutenir. Merci Rémi. Tu as plein de choses intéressantes à nous dire tout à l'heure. Ça va être, on va passer 45 minutes, 1 heure ensemble. Ça va être chouette. On a plein de choses à vous partager, plein de retours d'expérience, à la fois du marché du tourisme français, du marché du tourisme international. Bien sûr, avec le fil rouge du digital, mais aussi bien sûr de ce qu'on a fait pour certains de nos clients, de ce qu'on n'a pas fait aussi, de ce qu'on aurait pu faire. On est sur deux sujets, à la fois le partage de nos réflexions. On n'aime pas trop le terme de tendance chez Willac Travel, on est plutôt sur des réflexions. Pourquoi ? Parce que réfléchir, se poser sur ce qui se passe dans la communication digitale, ce n'est pas uniquement des sujets chauds, c'est aussi la résurrection de sujets froids. On va parler de la persistance de Facebook, on va parler de la persistance de Pinterest, on va parler bien sûr de communication responsable tout à l'heure, mais c'est assez important de se dire que quand on fait nos métiers, voici nos métiers, donc chez Willac Travel, qui vont du conseil à la plateforme de marque, aux réseaux sociaux, en passant par le marketing d'influence, on a un retour d'expérience qui est extrêmement large sur le parcours client et sur la digitalisation de la communication des marques touristiques, parce que je vous rappelle que nous accompagnons de nombreuses marques qui sont présentes à Pau, donc des destinations OT, CDT, CRT, mais aussi des marques du secteur du tourisme qui ne sont pas ici, des chaînes hôtelières, des tours opérateurs, des acteurs du transport, des grands sites touristiques comme le Mémorial de Verdun ou le Mont-Saint-Michel. Donc ça, on va en parler aussi. Juste une petite photo d'équipe. Je crois que l'équipe nous regarde, donc on les salue à Nantes. Voici l'équipe de Nantes. Nous sommes également présents à Paris, à Londres, à Berlin, à Madrid. Aujourd'hui, Willac Travel, c'est 40 personnes. L'année prochaine, on va fêter nos 10 ans d'expérience, d'existence plutôt. Ce qui est une grande expérience, c'est presque émouvant de le dire. Donc 10 ans, ce sera l'année prochaine, on va faire un peu de bruit, je pense. Dans les réflexions de toute l'équipe ici présente, on a évidemment un premier sujet dont on va vous parler qui est éminemment central dans ces rencontres. Quand on a préparé le campus avec Ludovic en mars et un groupe d'une vingtaine je ne vais pas dire d'experts, au moins de spécialistes du tourisme. Et bien sûr, il y a un sujet qui est central et qu'on a beaucoup accompagné, qu'on a beaucoup vu avec Rémi et le reste de l'équipe, qui est bien sûr notre première tendance, premier sujet. C'est bien sûr l'utilité, l'exemplarité, la dimension servicielle de la communication, de ce que doit être la communication aujourd'hui, demain, après-demain, et de comment on peut le faire. Donc c'est un travail de fond, c'est un travail qui est parfois rugueux et c'est surtout une vision de la communication plus responsable qui répond à des enjeux sociétaux extrêmement forts. Il y a une enquête, il y a de nombreuses enquêtes qui sont sorties, il y en a une qui est sortie récemment, dont on parlait avec Rémi tout à l'heure, sur la génération 18-35 ans, qui est, depuis des données d'Opinionway, qui est extrêmement sensible aujourd'hui à l'ouverture des marques, à leur inclusion, à leur diversité, aux problématiques de discrimination parfois sous-jacentes, aussi aux causes environnementales, au greenwashing, à l'horizontalité de la relation avec les marques et avec leurs dirigeants aussi, à l'écoute. On est dans le cadre d'une génération anti-bullshit et c'est pas que les 18-35 ans, c'est de plus en plus l'intégralité de nos cibles, de nos clients, de nos prospects, de nos visiteurs, de nos habitants aussi. Donc c'est de ça dont on va parler dans une première partie, avec un premier sujet qu'on a choisi avec Rémi qui est autour de la gestion des flux et des saisons. Je pense qu'il n'y a pas eu un seul projet qu'on a géré à l'agence cette année où il n'y a pas eu cette question centrale de la gestion des flux et des saisons et de la saisonnalité. Je fais un petit clin d'œil à Dinan et au Cap Fréhel, puisque c'est une belle photo du Cap Fréhel qui est aussi confronté à ces problématiques de flux et donc de saisonnalité. On l'a vu partout dans les médias, de la Bretagne au Calanque
mais aussi à l'étranger. Donc c'est pas un sujet qui vous a pu vous échapper cette année. Néanmoins, il y a de nombreuses réponses au sujet de la gestion des flux, de la répartition. Il y a eu bien sûr la fermeture de certains sites pour protéger les espaces naturels sensibles. Il y a eu des protocoles assez stricts avec Rivage de France. On a fait une conférence là-dessus aux Rencontres du tourisme de Bretagne il y a quelques mois. Donc on voulait vous parler de ça avec peut-être une première approche, Rémi, qui a eu lieu, un premier test, je dirais, qui a eu lieu par l'équipe de Julien au CRT PACA avec Waze. Oui, alors des approches, il y en a beaucoup. Elles se multiplient. J'imagine que vous en faites aussi sur votre territoire. Il y a quelques exemples qu'on voulait vous exposer parce qu'on considère que ce sont des bons exemples. Pour certains, on a pu aussi participer et puis accompagner nos clients dans ces démarches-là. Le CRT PACA, t'en parlais, qui a lancé cette année, et il me semble que c'est la 2e édition, un partenariat avec Waze, la plateforme que vous utilisez certainement au quotidien pour vos déplacements, qui est un GPS, et qui avait pour objectif de participer à la désaturisation des sites les plus fréquentés, notamment toute la zone des Calanques autour de Marseille. Un partenariat qui se basait sur 2 choses. La première, c'était la localisation des cibles, puisque vous le savez, quand vous connectez sur Waze, vous êtes géolocalisé. Et la deuxième, c'était les entrées sur les destinations. Donc en fonction de l'endroit que vous sélectionnez, où vous vouliez vous rendre, des messages contextualisés apparaissaient de manière très efficace, soit pour vous inciter à vous orienter vers des parkings de délestage, pour éviter le parking sauvage, qui est un fléau dans cette région, soit pour vous inviter à aller découvrir des sites qui étaient moins fréquentés. Parce que vous le savez, les Calanques sont notamment un des sites qui est le plus fréquenté en région PACA et qui aujourd'hui est soumis à des jauges de fréquentation. Donc c'est un exemple très concret de partenariat avec des budgets médias qui a eu lieu et qui va vraisemblablement être amené à la fois à être répété par le CRT PACA, mais aussi à se multiplier sur les zones de haute fréquentation et les zones sensibles, les zones rouges, sont très souvent sur le littoral. Donc c'est aussi un beau moyen un bel exemple plutôt, de lien qui peut exister entre une institution touristique, un annonceur, et un organisme privé qui met à sa disposition toute la data disponible et ses capacités de géolocalisation pour participer à la gestion des flux, et donc à une com plus responsable. Et ça montre aussi la puissance de l'outil digital là-dedans. Cette gestion des flux, on a vu pas mal aussi que le surtourisme, il fallait le prendre avec des précautions. On sait que le surtourisme aujourd'hui en France, c'est quelques sites, quelques jours par an. Ce n'est pas le cas de l'ensemble des zones. Néanmoins, il y a un sujet sur le tourisme 4 saisons, sur la désaisonnalisation autant que possible, sur la relation de proximité qu'on peut avoir. Je rappelle qu'il y a 57% du tourisme en France qui est issu d'un tourisme de proximité, c'est 42% du business, du chiffre d'affaires du tourisme qui est fait avec un tourisme de proximité. Et donc il y a un enjeu par rapport à ce tourisme de proximité et par rapport à la saisonnalité dont on voulait vous parler, qui est le réenchantement de la basse saison. Et il y a une belle initiative de la baie de Morlaix. Oui, alors on connaît tous les prises de parole sur des saisons décalées, ou en tout cas en dehors de la saison estivale. Des exemples, il y en a plein, j'imagine que vous le faites également. La Bourgogne qui communique chaque année sur l'automne en Bourgogne, qui est une belle manière aussi de sortir des gros silos d'étranglement de la com digitale pendant l'été. On voit aussi de plus en plus une communication qui est décalée. Et il y a une campagne qui a été lancée là en fin de semaine passée par l'Office de tourisme de la baie de Morlaix, qui est hyper sympa, que je vous incite à aller découvrir. Rendez-vous sur leur page Facebook plutôt à la fin de la conf, pour que vous restez attentifs, sur laquelle ils peinent le contre-pied et ils jouent justement sur les clichés de la Bretagne en dehors de la période estivale. Donc on suit un touriste lambda qui se pointe en baie de Morlaix et qui fait le touriste, sauf qu'en fait il pleut, il fait froid. Les gens qui se baladent dans l'eau alors que lui est en maillot de bain, comme vous pouvez le voir, sont avec des combis néoprène parce que l'eau est à 10 degrés. Donc il y a un côté un petit peu... on joue avec les clichés, on joue sur le fait que notre saison n'est pas connue comme étant... Enfin, cette saison-là, notre destination n'est pas connue comme étant une destination où on peut facilement être amené à se déplacer l'hiver ou en dehors de la grande saison estivale.
Avec toute l'affection qu'on a pour les Bretons. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, l'essentiel de l'agence est composé de Bretons, donc je ne me permettrai pas. Et on prend un peu le contre-pied et on voit que cette com-là, elle est de plus en plus utilisée par les acteurs dans une logique de gestion des flux. Parce que la gestion des flux, ça veut dire aussi travailler les ailes de saison, travailler des périodes plus courtes de vacances, quitte à répéter les séjours sur place. Et la com devient proactive et non plus subie. Donc, très bel exemple. On va remonter la côte atlantique pour aller en Normandie, où il y a eu des belles initiatives également sur l'éparpillement, sur la dispersion, sur la saisonnalité. Vous l'avez peut-être vu passer, nos collègues, je vois qu'ils font des photos parce qu'ils sont fiers, nos collègues normands sont dans l'assistance. La nouvelle campagne digitale de la Normandie cette année, qui était basée sur un concept autour de la base, pareil, je vous incite à aller le découvrir, est une campagne qui revêt pour nous trois arguments très importants dans ces problématiques de gestion de flux. Le premier argument, c'est premièrement que l'essentiel du budget, tout au long de l'année, était ciblé sur les périodes de basse saison. Il y a eu une communication estivale, mais qui ne concernait qu'une petite partie du budget au final. Et on se retrouve avec une destination qui incite les visiteurs à venir la découvrir au printemps, à l'automne, à l'hiver, et aussi sur des objets touristiques qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir, notamment les marchés de Noël. Tout l'amour que j'ai pour la Normandie, qui n'est pas la région la plus connue pour ses marchés de Noël. Alors on parle de conflit ou pas entre totem et pépite. Oui, la Normandie, c'est connu en France et à l'international pour des gros totems, leur tour Eiffel, le Mont Saint-Michel, les plages du débarquement, la côte d'Albâtre, le Étretat, Honfleur, etc. Des sites qui font aussi face à une forte saturation, voire une surfréquentation des lieux, avec parfois des levées boucliers des populations locales. Et donc un des partis pris de la campagne, dans l'esprit des secrets normands, qui est développé par la destination depuis quelques années, c'était aussi de communiquer sur une autre Normandie, une Normandie plus secrète, une Normandie du rétro-littoral, une Normandie de l'intérieur, une Normandie des Normands, en fait, qui le ferait découvrir à des touristes. Bien sûr, la Normandie continuera de communiquer sur ses locomotives, mais aujourd'hui, la communication proactive se fait aussi sur une autre Normandie, c'est ça qui est important. Et le troisième point, c'est un partenariat qui a été monté avec la SNCF autour de la Normandie sans voiture, avec la création de séjours dédiés et une campagne de communication digitale dédiée en coopération avec la SNCF, avec des séjours géolocalisés et décrits sur le site internet qui avaient pour objectif d'inciter les populations, principalement les Parisiens, pour la facilité d'accès via le ferroviaire, à venir en Normandie sans leur voiture. Donc on voit que les démarches se multiplient et cet exemple de campagne, elle coche un peu tous les critères. Et c'est quasiment des prérequis pour les prochaines campagnes qui vont avoir lieu. En fait, aujourd'hui, ça sert d'exemple aussi à d'autres acteurs qui se lancent dans ce type de communication. Une communication plus responsable, c'est aussi la prise de conscience, après un phénomène de marketing d'influence un peu débridé, que les espaces naturels sont sensibles et que les marques touristiques ont une audience considérable qui peuvent mettre à profit pas que de l'attraction de hordes de touristes dans des endroits hyper fragiles, mais plutôt de la pédagogie et de la sensibilisation aux risques qui sont pris vis-à-vis de ces espaces. Il y a une belle série de photos et de montages photos qui a été fait par Natacha Demailleux, vous l'avez peut-être vu passer dans quelques médias, qui illustrent parfois l'absurdité de nos comportements touristiques et le rôle urgent qu'ont les institutionnels, les politiques, les élus, les habitants aussi, à ralentir, à prendre conscience du risque en fait, que ça fait prendre tout simplement à la nature et à l'avenir tout simplement de ces espaces pour notre propre plaisir. Et donc la prise de conscience, elle est partagée par pas mal de marques, notamment de montagne. C'est vrai qu'en montagne, il y a eu beaucoup de cas de zones touristiques fragiles qui ont été abîmées, notamment après deux séjours touristiques, 2 étés touristiques extrêmement tournés vers la France.
Donc j'aime beaucoup ce genre de publication qui en plus remporte un très très franc succès, donc il y a une vraie adhésion des communautés sans forcément qu'il y ait de sponsoring de ce type de poste. C'est du bon sens en fait. Simplement c'est ça aussi la responsabilité de la communication, c'est de se saisir des messages essentiels et qui ne sont pas que des messages commerciaux, des messages de promotion, des messages de toujours plus. Et parfois le fameux moins mais mieux doit aussi s'écrire dans la ligne éditoriale et dans le projet éditorial. Les Landes également ont fait ce type de publication, voilà, avec des mots choisis, fragilité, sensibilité, biotope, priorité, prudence. Ce sont des mots qui sont importants. Alors là, on est sur des sujets peut-être un peu sérieux, un peu sombres. Ça peut aussi prendre une forme tout à fait ludique. Je vais vous montrer la vidéo des Globe Globers qui sont allés dans le Vercors. Alors là, il y a du son. Hop, je remets la vidéo, pardon. C'est parti. Je vais aller rencontrer David qui est éco-garde à la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors pour m'apprendre les bons gestes, ce qu'il faut faire ou pas faire, quoi. Le feu pose problème parce que déjà on voit très bien que là il y a destruction de tout ce qui est vivant et puis il y a risque de propagation de ce feu. Écoutez-moi ce doux bruit de la nature qui parfois est gâché par les drones que je déteste. Et ben ça tombe bien parce que sur la réserve des hauts plateaux du Vercors, les drones sont interdits. Donc on évite de faire sa vaisselle dans les sources, on fait pas ses besoins à proximité et on emporte de l'eau quand on va sur les hauts plateaux du Vercors. C'est des gentianes, c'est ça? C'est des gentianes. Est-ce que je peux en emmener une? Eh ben non, on peut pas parce que on est dans la réserve des hauts plateaux et puis ramener une fleur ça veut dire ramener des graines parce qu'une fleur ça fait un fruit et dans les fruits il y a les graines. C'est extrêmement important de s'appuyer aussi sur les relais médiatiques qui ont une caisse de résonance aussi forte, voire plus forte que la vôtre. Les influenceurs, les créateurs de contenu, qu'on les appelle l'un ou l'autre, ont aujourd'hui des audiences considérables, sont des prescripteurs, sont en capacité de recommander des pratiques. Par conséquent, il faut également s'appuyer sur eux pour faire passer ce type de message compte tenu de l'adhésion qu'ils ont auprès de leur communauté, enfin, de l'adhésion de leur communauté. Et tu voulais nous parler, donc, encore une fois, de PACA, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'actions chez eux voilà, tournées vers un tourisme déjà parce plus que c'est une responsable. région qui est particulièrement concernée par ce genre de soucis, et parce que les équipes du CRT ont pris à bras le corps, et de la région, hein, ont pris à bras le corps le sujet. On parlait tout à l'heure du partenariat avec Waze. Il y a une belle campagne aussi qui a eu lieu cet été autour de 4 visuels déclinés sous la signature Héros par Nature, qui avait pour objectif de sensibiliser les populations aux gestes responsables sur les sites protégés. Campagne qui a remporté un franc succès, qui a été déclinée en on et en offline et géolocalisée sur la région, toujours avec un objectif de toucher avant tout les publics cibles, c'est-à-dire ceux qui fréquentent ces lieux-là, et les habitants bien entendu. Pour cette première partie, on aurait beaucoup à dire. On va poursuivre sur un autre sujet qui est peut-être un peu plus grave, qui est celui de l'inclusivité. On a aujourd'hui une problématique dans nos communications touristiques qui est celui de la représentativité des minorités, qui est celui de caricature aussi, de toujours les mêmes personnes, les mêmes familles, les mêmes gens plutôt beaux, plutôt blancs, plutôt avec des jolis enfants. Et on a un souci aujourd'hui sur tous les gens qui ne sont pas comme ça, qui sont absolument concernés largement par l'ensemble des activités touristiques, qu'ils soient seniors, LGBT, qu'ils soient sur des passions aussi communes. Et donc il y a des très belles initiatives qui ont eu lieu, je pense à Tahiti Tourisme, donc qui a franchi le pas. Clairement, je crois, quasiment aucune destination française n'a osé sur un grand média publier ce type de photos et viser aussi directement cette cible-là. Donc bravo à eux. Moi, ça fait des années que je le répète, qu'aujourd'hui c'est une communauté de gens qui doivent être compris, écoutés et dont les centres d'intérêt doivent être partagés. Également Visit Flanders, qu'on accompagne et qui a depuis toujours une affinité avec les clientèles particulières,
on a eu la chance de les aider dans cette campagne qui illustre la Flandre par les Flamands. Et la Flandre par les Flamands, c'est pas justement la caricature dont je parlais. Cette inclusivité, elle passe aussi par les seniors. Vous voyez ce monsieur qui a été mis en avant dans les stories. Mais il est très âgé. Il est aujourd'hui à la tête de ce parc. Il est guide dans ce parc. Et très clairement, ce n'est pas le type de visage qu'on voit habituellement dans les supports de promotion touristique. Donc on a de nombreux autres exemples, mais on voulait vous citer au moins cela sur cette notion d'inclusion, d'inclusivité. Il y a quand même un autre sujet qui est que la destination, qu'elle soit ville, département ou région, peut, et le fait déjà, mais peut-être pas assez, aider les sociopros, aider les professionnels du territoire qui n'ont pas ces moyens, qui n'ont pas sa capacité à se digitaliser et à se projeter dans une communication plus responsable. Moi, je dis souvent que la réputation d'une destination, c'est la somme des réputations et des performances de l'ensemble des acteurs qui la composent. Si on a un beau projet de territoire, mais que les sociopros, les prestataires sur place ne suivent pas, alors la promesse est rompue. Et comme je vous disais au début, actuellement, les clientèles sont assez sensibles et elles n'aiment pas trop quand les promesses sont pas tenues. Alors il y a un premier exemple qui est ce type d'initiative d'établissement, aidé ou pas, mais je l'espère, par les structures locales, touristiques, qui se lancent tout seuls en communication digitale, qui se lancent tout seuls en campagne publicitaire auprès de niches, auprès de cibles. Ça, c'est vraiment, je trouve, des belles initiatives de franchir le pas, de ne pas toujours être sous la coupe ou sous la marque d'un territoire, mais que la marque disparaisse un petit peu au profit des socioprofessionnels qui la composent. Et puis, dans le Morbihan aussi, Rémi, il y a eu ce type d'initiative pour valoriser l'offre locale et les prestataires. Oui, parce que tu nous montrais un exemple avant qui était extrêmement parlant, mais tous les sociopros et acteurs du territoire n'ont pas les moyens humains et financiers de se lancer dans cette com-là, et c'est le rôle des institutionnels du tourisme aussi de les accompagner. Donc, il y a un très bel exemple qui est développé maintenant depuis plusieurs années par Morbihan Tourisme, avec le club des sociopros du territoire de campagne de communication digitale, sponsorisée par le Morbihan, qui renvoie vers une plateforme de raisin et qui a pour but aussi d'aller booster les ventes à la fois auprès des publics locaux, ce sont des offres qui s'adressent avant tout aux Morbihanais ou aux vacanciers présents sur place, via une plateforme de raisin en ligne, chose qui n'est malheureusement présente chez quasiment aucun des partenaires qui est soutenu dans le cadre de cette campagne. Donc c'est ce type d'initiative qui permet à des acteurs qui sont généralement absents ou invisibilisés dans la com digitale d'émerger et de passer de la com inspirationnelle à la com pratico-pratique, c'est-à-dire celle de la consommation du territoire. La somme, on va spoiler ou pas? Demain, il y a les awards de la communication digitale. On a reçu plein de dossiers, il y a eu un jury qui s'est réuni, il y a Frédéric là qui est dans la salle, qui est membre du jury, et demain, on va parler de la Somme, parce que la Somme est finaliste, et ils vont pitcher demain sur scène. Mais on ne travaille pas pour eux, mais néanmoins, il y a quand même un sujet dont tu voulais parler, qui est le Dog Friendly Destination. Oui, alors ça peut prêter à sourire d'un premier abord, mais la Somme fait partie de plusieurs destinations qui se sont lancées sur ce segment-là. Il y a, me semble-t-il, 18 millions de Français qui ont un chien aujourd'hui, et les 2/3 emmènent leur chien en vacances. Vous en avez certainement dans la salle, et vous avez vraisemblablement été confronté aux soucis qui arrivait lorsque vous étiez en train de réserver vos vacances, d'avoir l'information. Et donc la Somme a franchi le pas avec un partenaire privé toujours, pour qualifier l'offre du territoire sur les hébergements ou les sites de loisirs qui accueillent les chiens selon certains critères. Une classification aussi selon alors ça c'est pas des étoiles ni des clés, ce sont des WAF, un nombre de WAF en fonction de l'accessibilité et de l'inclusivité des personnes qui viennent en vacances avec leurs chiens, et un accompagnement des offices de tourisme du territoire pour qualifier l'offre des sous-territoires de la Somme. Tout ça faisant l'objet d'un traitement sur la plateforme de réservation de Somme Tourisme
et amenant des réservations complémentaires et incrémentales par rapport à ce qui est fait habituellement. Donc c'est un maillon d'une chaîne, mais ça fait partie de l'ensemble des travaux qui sont faits à la fois pour aider les sociopros à qualifier leur offre et attirer des publics qu'ils n'auraient pas attirés en temps normal. Et on est aussi sur l'argument que tu évoquais tout à l'heure, qui est l'inclusivité, ou en tout cas offrir le maximum d'informations possible pour que tous les publics soient représentés. Tout à l'heure, j'ai prononcé le mot de pépite. J'ai parlé aussi de créateurs de contenu, d'influenceurs. Moi, je voulais vous parler de ça. C'est très court. C'est un TikTok de Bruno Maltor qui a été vu 1 million de fois et qui vous montre à quel point ce type d'artisan fait aussi partie de l'offre, fait aussi partie de l'attractivité d'un territoire, et qu'il y a des manières de le montrer, des nouvelles manières, des nouveaux codes narratifs dont on va parler juste après, de les montrer. Lui, c'est Patrick Tour et il est tailleur de crayons en Auvergne. Ouais, c'est son métier. Il fait de véritables crayons à partir de branches qu'il trouve dans la forêt. Et pour passer de ça à ça, il perce le bois pour y glisser la mine et finalise le tout en taillant. Ces crayons sont plus robustes que ceux qu'on trouve dans les commerces et surtout ils sont beaucoup plus originaux et beaucoup plus cool. Je trouve ça vraiment bien que ce genre de métier existe et persiste. Court, efficace. Là, il y a 2 messages qui passent. Premièrement, un message de fond sur la dispersion, sur les pépites versus les totems. Et deuxièmement, un message de forme, justement dont on va parler après, sur les nouveaux codes narratifs qui permettent aujourd'hui de séduire des clientèles qui ne seraient jamais allées auprès de voir ce type d'artisans et consommer, visiter ce type d'offres touristiques. Il y a un sujet qui est transversal à tout ce qu'on vient de se dire avec Rémi, qui est la mutualisation des efforts. Je pense que vous voyez où je veux en venir avec un acteur qui a un peu crevé l'écran ces derniers jours. Deuxième spoil, ils sont également, et c'est un hasard, désolé, on en parle, mais c'est un hasard, ils sont également finalistes demain des Awards de la com digitale, c'est la Creuse. Et la Creuse, ils ont sorti un site qui est une petite révolution, qui est un truc très simple, qui est juste un site web unique où ils ont mutualiser les moyens entre tous les offices de tourisme de la Creuse et le CDT, qui est devenu un emblème presque de bon sens et de pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, comme disait Jean-Luc Boulin sur le blog itouriste.info. Pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? Juste du bon sens, un emblème de la mutualisation des moyens digitaux, un seul portail quand on est une destination qui a des carences en matière de perception, en matière d'existence sur l'échiquier français, en matière d'a priori aussi. Eh bien oui, il faut se mettre tous ensemble, il faut mutualiser les moyens, il faut lancer ce type de plateforme. Ça fait des années qu'on milite pour ça. La prochaine étape pour eux, et ils nous en parleront demain sur scène, c'est certainement d'aller encore plus loin. Mais on voulait saluer ce nouveau portail qui va dans le bon sens de la communication digitale et qui revêt aussi un caractère d'attractivité tout simplement de la Creuse, d'attractivité d'autres territoires qui se sont lancés dans des schémas comme celui-ci, mais aussi des schémas mixtes entre le tourisme et l'attractivité. Là, il faut saluer les énormes efforts de la Manche qui a fait, il y a quelques années, un pivot pour passer de Manche tourisme à attitude Manche, donc Manche attractivité, et qui se démène avec une performance sincèrement inégalée pour valoriser cette espèce de milieu de ligne de crête éditoriale entre le tourisme et l'attractivité, avec une réalisation qui est franchement bluffante et qui va très loin, puisque sur LinkedIn, à gauche, il y a même un collectif qui a été lancé de Je m'installe en bord de mer, qui est en fait un collectif de la Manche, de Caen et du Calvados. Donc encore une fois, trois structures, 3 destinations qui se sont mises ensemble, qui ont mutualisé leurs moyens pour être attractives. Et ça va vraiment dans le bon sens de la communication digitale et qui ne s'arrête pas uniquement à la séduction de nos clientèles B2C, des visiteurs estivaux ou vacanciers, qui va aussi parler aux habitants et qui va aussi favoriser l'installation de nouvelles personnes, de nouvelles entreprises également. C'est la fin de la première partie. C'est la fin de cette première grande tendance dont on voulait vous parler. Il y en a une deuxième, il y en a 3 en tout. Donc on entame le deuxième tiers de cette intervention. Avec Rémi, on voulait vous parler aussi, bien sûr, d'un marronnier qui n'est pas
tellement le sujet en soi, mais qui est simplement un game changer. On va parler de TikTok, mais surtout des enjeux créatifs. TikTok, c'est le chien qui mord le mollet de Meta. Et chaque année, j'aime bien avoir une punchline, celle-là, je l'aime bien. Alors, il n'est pas question tant de TikTok, là, dans cette partie. Il est question de la manière dont TikTok est un game changer dans le storytelling grand public, mais aussi le storytelling employeur, le storytelling business, et la manière dont on raconte les histoires aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur la communication digitale. L'explosion de TikTok, quand je dis que TikTok mord le mollet, c'est la réalité, c'est-à-dire que vous regardez n'importe quelle autre plateforme sociale, ils sont tous en train de copier TikTok depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il n'y a que de la copie de TikTok, que ce soit sur les formats courts, sur les reels, sur les shorts. Voilà. C'est vraiment une plateforme, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui a apporté un nouveau souffle et qui bouscule profondément les codes narratifs sur des formats là, comme celui que vous voyez, qui est celui de Booking.com. Je remets aussi Bruno, encore une fois, parce que c'est lui, peut-être, qui est l'un des plus gros ambassadeurs de TikTok en France. Et c'est lui qui, le premier, Bruno Maltor, donc, ici présent, a bousculé sa propre ligne éditoriale, ses propres convictions, pour atteindre aujourd'hui plus de 450 000 abonnés sur TikTok. C'est un des premiers TikTokers français sur le tourisme, ou du moins, je pense même qu'il est dans le top 10 des TikTokers français. Il incarne parfaitement un sujet, on va commencer par le bas, de l'esthétisme. Vous avez peut-être entendu, constaté qu'on est quand même sur le retour du moche. C'est un sujet de fond, et c'est un sujet qui est très perturbant pour les social media managers que nous sommes un peu tous dans la salle, pour les communicants que nous sommes un peu tous dans la salle, pour les amoureux de Photoshop que nous étions tous peut-être avant. Je ne sais pas si vous voyez cette vidéo, elle est extrêmement bien tournée, mais elle est assez crue, on va dire. Le sans filtre, le direct, le non-esthétisme est aujourd'hui une forte attente, en fait. Ce n'est pas que TikTok, ce n'est pas que Bruno, c'est une forte attente partout. Et on constate dans les statistiques, parce que vous savez, on aime bien la data chez nous, que les publications les plus standards au niveau contenu sont aussi celles qui performent le mieux. Le problème, c'est que quand on dit ça, on est aussi sur une ligne de crête, puisque parmi les publications qui performent le mieux, il y a aussi des couchers de soleil retouchés sous Photoshop. Donc on est, encore une fois, comme on a entendu ce matin, dans un grand paradoxe, mais c'est aussi notre rôle de communicant, c'est de s'adapter à ces tendances et à leurs paradoxes. Donc on est sur des vidéos courtes, on est sur une forte incarnation, on est sur du fast cam, de l'humour, de l'insolite, du pédagogique aussi. Ça peut être des sujets récréatifs, comme là Bruno qui raconte comment il a pris ce bateau et pourquoi ce bateau est trop cool. Ça peut être des sujets un peu plus sérieux, parce que sur TikTok, mais aussi sur Instagram, sur Facebook, il y a un sujet quand même de la manière dont les professionnels du tourisme, et nous sommes concernés autant We Like Travel que les autres, de celui de la marque employeur, de celui de la valorisation de nos métiers, de la crise qu'il y a aujourd'hui dans la valorisation des métiers touristiques. Et la réponse à Accor est plutôt bonne. Salut, je m'appelle Alicia, je suis responsable RH au sein du groupe Accor. Avec plus de 7000 offres à pourvoir sur notre site Accor Careers, nous avons différents talents que nous recherchons. Ainsi, tu peux être cuisinier DJ, réceptionniste pianiste, technicien danseur, il y en aura sûrement une pour toi. Quel que soit ton talent caché, n'hésite pas à nous rejoindre. Pareil, hyper court. Simplement, il faut bien se dire que tout le monde n'est pas sur LinkedIn. Même si on va en parler demain matin à 9h et ce sera très dur. À 9h, pas à LinkedIn. Mais LinkedIn, c'est encore un réseau un tout petit peu élitiste. Ce n'est pas forcément un réseau où on retrouve les métiers qui viennent d'être évoqués par cette personne du groupe Accor. Et donc, les codes narratifs aujourd'hui attendus par les marques doivent aussi s'insérer là où sont leurs futurs salariés et travailler le recrutement, le capital sympathie d'une marque comme Accor qui a un capital sympathie franchement pas toujours élevé,
sur des métiers qui sont durs, sur des métiers qui sont en opposition totale avec les attentes de la Gen Z, c'est-à-dire travailler à des horaires fixes et pas le soir et pas le week-end. Quand vous êtes dans l'hôtellerie, c'est un peu compliqué. Et donc voilà, ça c'est une excellente réponse à tout ça. Mais dis-moi Rémi. Il y a un autre exemple très parlant. Ouais. Ah oui, tu voulais en Un parler. autre exemple très parlant qui tourne actuellement, qui est la région Sud. On parle beaucoup de la région PACA, désolé. Qui, en ce moment, en partenariat avec Pôle emploi, lance des campagnes de recrutement de saisonniers. Alors, il y en a eu une cet été pour les postes à pourvoir, et Dieu sait que le secteur est en crise, en tout cas de vocation, mais au moins de recrutement. Et rebelote cet hiver sur les saisonniers de montagne, plutôt la partie sud des Alpes du coup, où la campagne est déclinée sur TikTok pour aller toucher les cibles, les audiences qui en fait sont là et comme tu le disais Nicolas, sont peut-être un petit peu moins présentes sur LinkedIn ou en tout cas viennent en complément. Ce qui ne veut pas dire juste décliner un message qui est diffusé sur un autre réseau, sur un autre canal, sur TikTok, c'est d'en adopter les codes narratifs. Et donc toute la campagne est basée sur les codes narratifs et les tendances de TikTok. Et c'est ce qui en fait sa force et son succès, parce que la campagne fonctionne très bien. C'est pas le fruit du hasard tout ça. On n'est pas accord sur TikTok, Booking sur TikTok ou une autre marque sur un autre réseau social par hasard. Ces actions, les exemples qu'on vous a montrés depuis tout à l'heure, c'est pas un CM qui s'est réveillé un matin et qui a dit je vais faire un super contenu, une super campagne. Non, c'est des changements de fond qui répondent à une nécessaire évolution profonde de l'identité de la marque. La marque aujourd'hui doit se réinventer, se digitaliser et se raconter autrement, car les réseaux sociaux, la communication digitale devient tout simplement le premier média. Il n'y a pas la plateforme de marque qu'on va découper et puis ensuite les contenus qu'on va imposer sur certains canaux de manière descendante. On est plutôt sur un sablier renversé. Et on doit se reposer des questions de fond aujourd'hui dans toutes les prises de parole digitales, social media. Qui je suis en tant que marque? Qu'est-ce que je veux? Quelle est ma mission? Quelle est ma promesse? Et comment je vais raconter ça à moi-même, c'est-à-dire à mon équipe, à mes professionnels, à mon réseau, et comment je vais le raconter aux autres, au grand public notamment. Ça, c'est un travail de fond qu'on mène pour faire des beaux TikTok, pour faire des belles stories, pour faire des belles campagnes, pour faire du DOOH, le Digital Out of Home, c'est les écrans que vous voyez dans les métros, les gares et les aéroports. On doit se poser des questions profondes, on doit redécliner la plateforme de marque, on doit reposer la plateforme de marque. C'est, je crois, l'une des missions qui s'est le plus développée chez nous, et Rémi, tu es bien placé pour le savoir, et on a dû reposer profondément le sens de la communication digitale des marques avec lesquelles on travaille. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les prises de parole, notamment sur le digital, sont de moins en moins dues au hasard et que tout est pensé. Tout, en tout cas, est cadré. Que ce soit sur le volet des contenus, quelle est la qualité des contenus qu'on met en avant, comment est-ce qu'ils incarnent notre marque, nos valeurs, nos ambitions et les cibles qu'on veut toucher. Ça touche l'édito, comment est-ce qu'on prend la parole, sous quelle tonalité, ça touche la créa, et ça se décline sur tous les canaux. Et il y a un exemple, alors on aurait pu en citer beaucoup, mais il y a un exemple qu'on aime beaucoup, c'est celui de Megève. Megève qui a engagé ce travail de plateforme de marque et de cadrage de l'ensemble des prises de parole sous le fil des 4 saisons. Donc c'est une communication qui se décline sur les 4 saisons et qui aujourd'hui prend principalement place sur les réseaux sociaux, mais qui a vocation à vivre aussi demain en offline. Et cette communication, elle prévoit tout. Elle prévoit les contenus qui sont publiés, elle prévoit les wordings qui sont mis à la fois dans les créas, mais aussi dans les publications en amont. Elle prévoit le cadre de la prise de parole créative, etc., etc. Elle se décline sur Insta, elle se décline sur Meta, en Stories, en Reels, demain sur TikTok, un peu partout. Ça, c'est malin, ça identifie un acteur, ça pose un cadre, et surtout, ça incarne une destination. Et pour l'exemple de Megève, Dieu sait aujourd'hui qu'il est difficile de différencier le contenu d'une station de ski par rapport à celui d'une autre. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui ressemble plus à une montagne enneigée qu'une autre montagne enneigée. Donc ça devient de plus en plus primordial, au moins pour ces acteurs. Donc on a mis cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. C'est vrai que c'est un des sujets sur lesquels on est le plus interrogé, ou en tout cas un de ceux sur lesquels on se questionne le plus aussi nous-mêmes. Ça peut être
des déclinaisons temporaires ou plus événementielles aussi. Exactement. Alors un exemple qui n'a rien à voir, enfin encore une fois un grand écart, c'est un exemple des Destins de Verdun. Une prise de parole qui a été mise en place par le mémorial du même nom, qui, comme vous le savez, est un mémorial qui commémore et qui transmet la mémoire de la bataille, sur une prise de parole qui en fait, fait suite à la création de récits de personnes qui ont vécu la bataille. Donc, c'était un enjeu pour le mémorial, sujet éminemment compliqué, qui touche aussi à l'émotion, qui touche aussi parfois sur des sujets même de politique contemporaine, parfois un petit peu difficiles à traiter, et qui devait pourtant vivre auprès de l'audience la plus large possible et surtout auprès d'une population qu'on souhaite renouveler, en tout cas que le mémorial souhaitait renouveler, et donc qui a pris place via une communication et une plateforme de marque qui va se décliner demain sur d'autres sujets auprès du mémorial, avec toujours le souhait d'y mettre des images, des objets, des récits d'époque vérifiés par des historiens dans un but quasiment scientifique, tout en gamifiant et en simplifiant la communication pour aller toucher les cibles qui sont celles du mémorial et puis globalement du département de la Meuse, c'est-à-dire dans une logique de rajeunissement des cibles. Et ce sujet-là, on le voit sur plein d'autres sujets, pas toujours très simple à traiter. Le tourisme de mémoire aussi, c'est également la Normandie, on revient en Normandie, pour pas que la mémoire, mais aussi l'impressionnisme. Oui, alors la destination impressionniste est une destination qui est conjointement portée par les CRT par Île-de-France et puis de la Normandie, en compagnie d'Atout France. Sujet qui fait le lien entre le berceau du mouvement impressionnisme qui est né sur ces terres-là et la mise en touriste du territoire, qui n'est pas forcément toujours très simple à gérer. Et là, c'est un autre exemple de parti pris créatif qui est employé au quotidien, à la fois sur les créas et aussi sur leur interprétation sur les réseaux sociaux. Et qui va même parfois jusqu'à un sujet, en tout cas sur une mise en lumière sous l'angle de la pop culture qu'on n'aurait pas imaginé sur ces sujets-là, sur le sujet de l'histoire, sur le sujet de la culture, sur le sujet des mouvements artistiques, avec le summum qui est publié un mème sur une page qui est dédiée aux amoureux du courant impressionnisme. Une page qui, du coup, qui a des audiences qui sont généralement pas les plus jeunes. Et tout ça, ça naît en fait d'un positionnement, d'une plateforme de marque, de volonté d'aller repousser un petit peu les frontières et de cadrer les prises de parole, mais pas forcément là où on nous attend. On arrive au troisième tiers de cette conférence qui va se concentrer un peu plus sur les réseaux sociaux, ce qui est un ADN historique chez nous, et voilà, dont on voulait parler, puisque l'un des grands sujets de cette année et de l'année prochaine, c'est la protéiformisation des réseaux sociaux. Le fait qu'il n'y a pas des réseaux sociaux qui baissent, mais encore des réseaux sociaux qui montent, des usages qui sont en croissance encore, un Facebook qui ne faiblit pas. Et donc on pensait central de refaire un panorama social média sur les grands enjeux 2022-2023. Là, on rejoint aussi un peu plus notre étude annuelle. Pour ceux qui se demandent quand c'est ce que sont les classements, c'est à la fin. Il y a quelques classements, mais ce n'est pas le sujet central. Une communication plus responsable, c'est aussi prendre de la distance avec les classements. Alors on a beau être éditeur des fameux baromètres, on incite depuis toujours nos clients à ne pas se rester focus uniquement sur le fait d'être premier, deuxième ou troisième d'un baromètre qui n'a pas de sens, mais plutôt de se fixer des objectifs de progression, non pas que sur Facebook ou que sur Instagram, mais sur un ensemble de réseaux utiles à l'atteinte de ces objectifs. Et c'est ça, en fait, le premier prisme par lequel il faut fonctionner. Certainement que pour certaines destinations, certains territoires, certaines marques, Facebook est suffisant. Ça me paraît compliqué. Mais peut-être que Facebook et Instagram sont suffisants. Pour d'autres, il va falloir aller beaucoup plus loin sur TikTok, peut-être sur des campagnes Snapchat, peut-être encore plus loin sur des dispositifs avec TripAdvisor. Néanmoins, il est important de garder en tête le panorama. Chaque année, on vous délivre le panorama des réseaux sociaux dans le monde et des réseaux sociaux en France. Et vous voyez qu'on a beau entendre ce qu'on entend sur Facebook, Facebook reste de très loin le réseau social numéro 1 au monde. Bien sûr, en plus de sa présence quadripartite avec WhatsApp, avec Instagram, avec Messenger. Ce qui nous frappe ici, il y a deux choses. Donc, au-delà de l'hyper-résistance de Facebook,
c'est bien sûr la montée stratosphérique de TikTok en 2 ans et celle de LinkedIn. Et c'est pas pour rien qu'il y a un atelier LinkedIn demain, c'est parce que LinkedIn prend une place de plus en plus importante dans la communication business, mais aussi dans la communication grand public. Mais ça, on en parle demain. En France, les audiences sont considérables aussi. Il y a à gauche, dans les colonnes de gauche, les audiences mensuelles. Il faut aussi regarder la petite colonne de droite qui est l'audience quotidienne. Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, c'est 36 millions en cumulé de Français par jour qui y passent chacun 24 minutes. Non, c'est pas ça. J'en parle après. L'hyperrésistance de Snapchat aussi. L'hyperrésistance de YouTube, qui est une plateforme très intéressante sur certains dispositifs créatifs, certains dispositifs de créateurs avec des YouTubeurs. Et puis l'hyperrésistance de Facebook, 28 millions de personnes par jour. Et des âges, des tranches d'âge qui sont complètement opposés à ce qu'on entend dans les sondages. Les gens ne font pas ce qu'ils disent et ne disent pas ce qu'ils font. C'est hyper important de se dire qu'il n'y a que les statistiques de comportement qui tiennent les statistiques sur ce type de questions de « non, mais j'ai quitté Facebook. Non, mais Facebook, j'y vais plus. » Ah bon? Mais ça, c'était que sur Facebook. Comment tu as pu le voir alors? Ah ouais, si, j'y vais encore de temps en temps, mais moins. Ok, en fait, il va vachement, quoi. Si on regarde les audiences médiamétrie. Le seul vrai sujet important, c'est que Facebook vieillit. Et qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de toucher des moins de 30 ans grâce à Facebook uniquement. Et peut-être qu'il faut retenir dans un écosystème simplifié et resserré, quand on est un petit acteur du tourisme, qu'on a des moyens limités, ce qui est le cas de quasiment la plupart d'entre vous, c'est de se concentrer sur un triptyque. Facebook, Instagram, LinkedIn sont aujourd'hui des plateformes essentielles, majeures, quasiment incontournables pour la promotion touristique. Que ce soit une marque, mais aussi un sociopro. Et puis, il est aussi question d'agilité, de résilience. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette citation. Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Je pense que ça résume extrêmement bien le signal qu'on veut envoyer à des social media managers, à des équipes digitales qui sont fatiguées aujourd'hui, fatiguées de se renouveler, fatiguées de changer. À toutes ces personnes-là, en fait, malheureusement, c'est votre travail. Notre travail de communicant, c'est de s'adapter en permanence à tous les nouveaux supports digitaux. Peut-être que TikTok va remplacer Facebook. Peut-être que TikTok va se casser la figure. Peut-être que Snapchat va prendre toute la place. Peut-être que Snapchat va sombrer. Peut-être que Twitter, il faut arrêter. Ça, c'est même probable pour la plupart d'entre vous. Donc c'est extrêmement important d'être dans une forme d'agilité et puis de garder en tête que la performance social média, on le répète chaque année, elle repose sur 4 grands piliers qui sont vos communautés, mais aussi les communautés dont on a parlé tout à l'heure avec Rémi, les LGBT, les seniors, les amoureux de la voile, les gens qui ont un chien, qui ne sont pas forcément vos fans, vos abonnés, mais qui existent et que vous pouvez aussi adresser par des publications, par des publicités, et avec lesquelles vous pouvez converser grâce aux réseaux sociaux. Si vous enlevez l'un des pieds de cette chaise, de ce fauteuil ou de ce tabouret, ça tombe, la stratégie tombe. Ça ne fonctionne pas. Les marques qui oublient l'un de ces 4 piliers se cassent la figure sur les réseaux sociaux. Il y a quand même quelque chose de rassurant dans cet écosystème mouvant. J'en parlais tout à l'heure, c'est le fameux écosystème Meta, qui est tout de même pour nous, marketeurs et communicants, extrêmement rassurant. 36 millions de personnes en France qui y vont chaque jour, c'est à peu près 57% des Français qui y passent 24 minutes par jour. On est sur des chiffres qui sont quand même colossaux. Et ça nous simplifie le travail. Adresser cet écosystème, c'est avoir la quasi-certitude de réussir sa campagne et d'atteindre ses objectifs. D'ailleurs, en parlant de niche, de métier, d'affinité, Rémi, ce qu'on a avec Meta, c'est aussi une très forte capacité de segmentation. Oui, c'est ça. Au-delà des audiences qui sont absolument colossales et qui sont pour le moment complètement inégalées, vous le savez, hein, si les social media managers ou les traffic managers dans la salle font des pubs sur Meta, c'est la capacité de ciblage qui est extrêmement fine sur la plateforme. Alors bien sûr, les ciblages, ils sont géographiques,
ils sont sociologiques, mais ils sont aussi affinitaires. Et c'est certainement l'outil le plus puissant de la régie publicitaire de Meta, c'est que demain, n'importe quel sujet, n'importe quelle niche, n'importe quelle filière prioritaire de vos territoires peut être traité via Facebook, via Meta, via l'ensemble de l'écosystème de Meta. On parle de nos tourismes. Dieu sait que c'est important pour le nombre de territoires qui sont présents à Pau. Aujourd'hui, le no-tourisme, par un ensemble de ciblage, de critères affinitaires, de retargeting de pages, est un sujet qui est extrêmement bien servi par la régie publicitaire. Et ces exemples-là, il y en a sur tous les domaines. Et sur tous les objectifs. Sur les objectifs de couverture, de visibilité, de renvoi de trafic, d'inscription à newsletter, etc. Et ça reste encore un outil qui est inégalé sur aucun autre réseau aujourd'hui. Il n'y a que Meta qui le fait aussi bien. Et des objectifs de vente. Ce qui est une des grandes J'en ai pas parlé aussi. pour te laisser la main sur cette partie-là. Des objectifs de vente. C'est-à-dire que ça vous permet de cibler mieux, de vendre mieux et d'endosser ce rôle que beaucoup d'institutionnels n'ont pas voulu prendre et que enfin on sent que ça y est, le cap est franchi, soit par des plateformes de type Explore Grand Est, soit par la valorisation de certains prestataires, soit certains portails. Et ça y est, les acteurs du tourisme vendent directement eux-mêmes, favorisent la réservation, lancent des campagnes de social commerce, soit en early booking, là, comme La Montagne, qui fait des propositions hyper intéressantes en amont de la saison. Je ne sais pas si vous suivez un peu les destinations de montagne, mais enfin, en ce moment, on est au mois de septembre-octobre, on reçoit énormément, nous, de publicité pour l'early booking, donc pour des forfaits de ski à l'avance. Bref, on est sur un sujet de fond, comme on l'était avec un sujet de fond sur LinkedIn. Je fais donc la revue de ces réflexions et de ces tendances parce que on en parle donc dans notre étude. Cette étude, elle est dans sa nouvelle forme depuis 2 ans, qui est une forme écourtée, qui est une forme gratuite. Certaines d'entre vous ont lu les études de 250 pages qu'on faisait il y a quelques années. Bon. Malheureusement, les gens ne lisaient pas 250 pages, j'étais très déçu. Donc on a décidé de raccourcir un petit peu. Néanmoins, cette nouvelle étude, elle est presque sortie. Vous y trouverez, roulement de tambour, le classement des destinations les plus performantes en 2022 sur les réseaux sociaux, qui est donc notre classement annuel que vous découvrez là, maintenant, tout de suite, en exclusivité. Donc sur le top 25 des destinations françaises, avec notre analyse annuelle de la performance sur 15 indicateurs, 30 paliers de notation, 3 réseaux sociaux. Donc un hyper maintien du Morbihan, de Savoie-Mont-Blanc et de l'Auvergne, mais aussi une très forte performance de la Côte d'Azur, qu'on salue, de l'Upline, qu'on salue, un fort maintien de Val Thorens, donc de la montagne au global, mais aussi de l'outre-mer, avec Tahiti, avec la Réunion, avec la Guadeloupe, et avec aussi la Nouvelle-Calédonie qui est pas loin. Voilà, on est très heureux de ce classement. Il y en a d'autres. Il y a des classements d'engagement sur Facebook, il y a des classements d'engagement et de nombre d'abonnés sur Instagram. On a évidemment épluché aussi Twitter, les destinations les plus suivies sur LinkedIn, les destinations les plus suivies sur TikTok. Bref, il y a à peu près tout ça. Et l'étude, vous pouvez la demander gratuitement ici. Et les tendances, notamment celles qu'on a évoquées aujourd'hui. Tout à fait. Dans cette étude, il y aura ces classements, il y aura aussi bien sûr l'analyse des tendances, donc vous pouvez scanner ce QR code et puis mettre votre adresse mail et on va vous envoyer dans quelques jours l'étude finalisée par mail. Il y a beaucoup de portables qui se lèvent, c'est bien. C'est bon, tout le monde a pris la photo? Ça marche? Cool. Merci Rémi, merci à tous. On était super contents d'être parmi vous. Merci à tous. On vous donne rendez-vous ce soir pour la soirée à 22h. Enfin, un peu avant, mais nous, on sera plutôt sur la team de nuit, comme d'habitude. On vous donne rendez-vous demain matin à 9h pour l'atelier sur LinkedIn. Et puis on vous donne rendez-vous dans quelques minutes sur notre stand pour poursuivre la discussion, boire un petit verre,
prendre un petit bain de foule. Et on vous remercie encore. À tout à l'heure.